Dans cette vidéo, je vais te parler de la bulle des NFT, des conséquences qu'il peut y avoir, les risques qui viennent avec cette bulle. On me pose souvent la question, est-ce que c'est un Ponzi ou pas? Et on me demande aussi souvent d'où vient la valeur de ces NFT. Et c'est complètement légitime quand on voit que des NFT se vendent parfois des centaines de milliers de dollars, voire même des millions de dollars. Il y a de quoi se poser des questions. Donc je vais essayer d'y répondre du mieux que je peux. C'est bien sûr mon avis personnel. Mais juste avant ça, pense à mettre un petit pouce bleu si tu apprécies mes vidéos. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. All up in the bake, lounging, chilling, drinking. They call me Lincoln, Abraham. I make the band, just made some plans to make some bands. On my apes and spam, Breaking Bad, pay the gas and lamp and some Jamaican sand. This is from my bored apes, from the floor apes to the four traits, to the Space Jams, to my hip hop fam, pushing back they court. Alors comme je t'ai dit en introduction, le sommaire de cette petite vidéo, on va parler dans un premier temps des bulles, ensuite on va parler de Ponzi, puis enfin on va terminer par la valeur d'un NFT. Alors on commence avec donc la bulle et pour bien comprendre ce qui se passe, il faut déjà comprendre ce qui s'est passé dans le passé avec des bulles précédentes. Et des bulles dans l'histoire, il y en a eu pas mal. Dans certains cas, après l'explosion de la bulle, ça a été la fin donc d'un projet ou d'un produit ou autre. Et dans d'autres cas, on a eu quand même l'innovation qui a été plus forte malgré tout. Donc d'où vient une bulle? Une bulle vient souvent d'une innovation, d'une nouveauté et l'amplitude de la bulle vient de l'euphorie qu'il y a des investisseurs au départ. Donc j'ai pris deux exemples, trois exemples, des exemples plutôt récents, crypto, internet, chemin de fer. Il y en a plein d'autres, les tulipes, etc. qui ont mal terminé. Mais par exemple, les cryptos, internet et les chemins de fer, tu vois, ce sont des bulles où il y a eu un éclatement. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu pas mal d'argent, mais ça n'a pas empêché que derrière la technologie ou même l'industrie, par exemple des chemins de fer, elle a perduré. Aujourd'hui, les chemins de fer, on en a toujours. C'est pas parce qu'il y a eu une bulle, une grosse bulle et que ça a éclaté qu'il n'y a plus de chemin de fer aujourd'hui. Pareil pour Internet, tu le vois bien. C'est pas parce qu'on a eu une bulle .com où beaucoup de sites ont fermé, beaucoup de personnes ont perdu de l'argent qu'Internet n'est pas encore plus fort aujourd'hui. Et là, les cryptos, en 2018, comme tu le sais, le prix est monté jusqu'à 19 000. Derrière, il a chuté jusqu'à 3-4 000 pendant 2 années. Donc, tu vois, on a bien eu une bulle, un emballement par rapport aux particuliers qui sont aussi mis à investir dans les cryptos. Et donc on a eu vraiment un éclatement de cette bulle. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit au niveau des cryptos? On voit que les cryptos, l'adoption est massive. De plus en plus, tous les jours, on a des news comme quoi des grandes multinationales, des banques, des grandes compagnies, etc. adoptent le Bitcoin, l'Ethereum et d'autres cryptos. Donc tu vois, il faut comprendre que la bulle, c'est pas forcément une mauvaise chose. C'est juste un cycle logique qui vient quand il y a de l'innovation. Et tout ce que ça nous montre, c'est qu'on est dans un mauvais timing, dans le sens où on est précurseur, on est en avance. Le fait d'être précurseur, d'être en avance, il faut garder une vision à long terme parce que il y a certainement une bulle au bout d'un moment, on ne peut jamais vraiment savoir à quel moment ça va éclater, mais quand elle éclate, le risque c'est quoi? C'est tout simplement que beaucoup de personnes, beaucoup de projets par rapport à cette bulle là, ils perdent des sous. Alors un petit exemple précis, je ne sais pas si tu te souviens, mais Facebook, ils ont essayé de lancer Libra, une crypto en 2019, leur stablecoin, et donc à l'époque la capitalisation du stablecoin, c'était 4 milliards de dollars et ils étaient tout simplement en avance. 18 mois après, la capitalisation des stablecoins, c'est 140 millions de dollars. Donc tu vois, parfois il y a des projets ou des innovations technologiques qui échouent tout simplement parce que on est un petit peu en trop en avance. Mais si on reste patient et qu'on voit derrière qu'il y a une vraie valeur, une vraie innovation technologique qui nous apporte de la plus-value, et bah derrière le projet, le service, l'innovation finit par redécoller. Alors les nouvelles bulles, donc en ce moment on a une bulle sur les NFT, le métaverse, les DAO, Decentralized Autonomous Organization, on va en parler par la suite. Une fois de plus, on est en avance, je vais t'expliquer pourquoi. Au niveau des NFT, c'est une innovation technologique qui est monstrueuse, qui va perdurer dans le temps, même si la bulle éclate, même si beaucoup de projets vont mourir, ça ne veut pas dire que les NFT ne sont pas là pour durer. Alors on a remarqué aussi que dans l'histoire, les nouvelles bulles, elles durent moins longtemps. Les cryptos,
tu vois, en 2 années, on a eu l'éclatement de la bulle, le Bitcoin est revenu en force, il a explosé de 3 fois son ancien haut, donc tu vois, ça prend beaucoup moins de temps qu'avant. La bulle des ICO, c'est pareil, mais au final, la bulle des ICO nous a permis derrière, à travers le yield farming, d'obtenir la finance décentralisée. Donc tu vois, c'était un mal pour un bien, et le tout, c'est dans le monde des investissements, c'est de ne pas être trop exposé, de ne pas investir plus que ce qu'on ne peut perdre, parce que il y a toujours un risque qui est énorme au début, à chaque fois qu'on est en mode explorateur, à chaque fois qu'on est dans un mode de découverte par rapport à ces nouvelles technologies. Alors plus précisément maintenant, la bulle par rapport au NFT, qu'est-ce qui va se passer quand la bulle elle va éclater? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'euphorie, et là on commence à voir des médias mainstream qui en parlent de plus en plus, parce qu'il y a aussi des multinationales, des grosses compagnies, des grandes marques, etc., qui s'intéressent et qui collaborent maintenant avec des entreprises NFT. Donc ce qui va se passer quand la bulle elle va éclater, c'est comme pour Internet, comme pour les cryptos, la plupart des projets, la grande majorité des projets va mourir et ne va jamais se relever. Ça c'est une réalité. Quand la bulle Internet est arrivée, il y a beaucoup de sites qui sont morts, beaucoup de business qui sont morts et qui ne se sont jamais relevés. Pour les cryptos, c'est pareil. Quand on a eu l'explosion de la bulle en 2018-2019, on a eu beaucoup de cryptos qui sont mortes et qui ne se sont jamais relevées. Donc tu vois, ça va être la même chose pour les NFT. Il y a tellement de projets qui sortent tous les jours, on a des centaines de projets qui sortent tous les jours, et bah tu te doutes bien que tous ces projets-là ne vont pas réussir. Et sur Internet, c'est pareil, il y avait des nouveaux sites tous les jours, des centaines de nouveaux sites tous les jours, et même aujourd'hui d'ailleurs, on a des centaines, des milliers de sites qui se créent tous les jours, et ça ne veut pas dire que les sites vont avoir du succès. La plupart même échoueront. Dans l'entrepreneuriat, c'est pareil aussi. On a très peu un taux de réussite très faible. Donc pour les NFT, c'est pareil. Il y a quelques projets qui sont solides. On va parler en fin de vidéo de la valeur, qu'est-ce qui apporte de la valeur au NFT et qu'est-ce qui fait que justement il aura de la chance de survivre à l'éclatement de la bulle. Mais pour l'instant, on comprend que d'un point de vue des NFT, quand il y aura un éclatement, la plupart des projets vont mourir. Donc c'est pour ça qu'il faut être très prudent aujourd'hui et ne pas mettre plus qu'on est capable de perdre, et surtout s'exposer dans trop de projets sans faire nos propres recherches, sans faire nos devoirs, parce qu'on sait déjà que quand la bulle va éclater, la plupart de ces projets vont mourir. Donc la valeur déterminera quels projets tiendront dans le temps, ça on le verra à la fin de la vidéo. Alors dans les NFT, et comme dans tout, il y a des mauvais projets, il y a des personnes qui sont mal intentionnées, il y a des projets qui échouent, il y en a qui partent avec la caisse, mais ça ne doit pas remettre en question l'innovation ou le secteur. Tu vois, les cryptos c'est pareil, il y a des hackers, sur Internet c'est pareil, il y a des hackers, il y a des faux sites, il y en a qui volent des numéros de carte bleue, qui accèdent à ton site, qui accèdent à ton compte bancaire, etc. Donc tu vois, il y a toujours des personnes mal intentionnées, des mauvais projets et des personnes qui sont malhonnêtes tout simplement. Et donc c'est pas pour autant qu'on doit remettre en question une innovation technologique. Si aujourd'hui on remet en question les NFT parce qu'il y a des projets qui crachent, parce qu'il y a des projets où les personnes partent avec la caisse, en gros ça serait comme de remettre en question par exemple l'automobile parce qu'on a des mécaniciens qui gonflent les factures, remettre en question l'électricité parce qu'on a des électriciens qui gonflent les factures. Donc tu vois, c'est un petit peu grossier comme image, mais c'est pour te donner un exemple. Aujourd'hui les NFT c'est une technologie avant tout qui a énormément qui apporte beaucoup de possibilités, et à partir de là il y a des personnes qui vont donc avoir de bonnes utilisations par rapport à cette technologie là, et il y en a d'autres qui vont s'engouffrer dans la faille pour en profiter, pour comme toujours voler les autres, profiter des autres. Donc voilà, les NFT, quand la bulle va éclater, des projets solides avec des personnes qui sont honnêtes, qui créent avec de bonnes idées, de l'enthousiasme, etc., de grosses communautés, et ces projets-là auront une chance de survivre, et 99% des autres projets n'iront nulle part parce que tout simplement l'équipe ne survivra pas, la communauté ne survivra pas, et donc il faudra passer à autre chose et faire attention de ne pas trop s'exposer à trop de projets, et surtout faire nos recherches pour trouver les projets aujourd'hui qui ont l'air d'être les plus solides. Alors aujourd'hui beaucoup jugent les NFT parce que ils ne comprennent pas à quoi ça sert, pourquoi ça coûte aussi cher, etc. Et aujourd'hui c'est sûr que l'utilité elle est restreinte, mais
juger l'utilité des NFT aujourd'hui, c'est comme de juger l'utilité d'Internet à ses débuts. Il y a une vidéo de Bill Gates qui était reçue, je crois c'est dans Saturday Night Live, une grosse émission américaine, et le présentateur il se moquait un peu de Bill Gates, il lui disait alors c'est quoi cette histoire d'Internet et tout, et Bill Gates il lui expliquait que bon voilà, on va pouvoir envoyer des emails, il expliquait ce que c'était des emails, et en face le mec il rigolait, et le mec c'était un petit peu l'opinion publique. Beaucoup disaient même dans les journaux que l'internet c'était une mode, et que voilà, c'était quoi le problème avec le courrier traditionnel, pourquoi on devrait basculer au niveau des emails. Et c'est vrai qu'au départ, quand on ne comprend pas le potentiel de la technologie, on se dit bah oui, très peu de personnes ont des adresses email, donc même si j'ai une adresse email, je vais envoyer un email à qui? Il n'y a pas grand monde, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de possibilité d'acheter quoi que ce soit en ligne, il y avait très peu de sites d'information, il n'y avait pas de streaming, etc. Donc au départ, la technologie, même si Bill Gates lui avait compris que c'était l'avenir, que vraiment à partir de cette fondation de l'internet, on allait pouvoir construire, bâtir beaucoup de choses, et au départ, il n'y avait pas encore grand chose, parce qu'il n'y avait pas encore grand monde qui avait adopté ou qui avait décidé de travailler à partir de cette base-là, à partir d'internet. Aujourd'hui, au niveau des NFT, c'est exactement la même chose. On a quelques utilités, les plus grandes marques sont en train de plonger dans les NFT, les métaverses, etc. Mais les utilités sont encore restreintes. Ça ne veut pas dire que dans l'avenir, cette technologie des NFT ne va pas exploser. Au contraire, elle nous prouve par justement son efficacité par rapport à la blockchain, etc. qu'on va pouvoir utiliser des NFT dans à peu près tout. Ta future carte de fidélité Auchan, le bon promo que tu vas recevoir, il y a des chances que ce soit un NFT. Aujourd'hui, les personnes se font voler leur voiture parce qu'il y a des hackers qui arrivent à dupliquer les signaux, etc. Ça, c'est quelque chose qui peut être résolu grâce à des NFT. Les NFT pourront ouvrir les logements Airbnb, les NFT pourront te permettre d'aller voter et même de rendre transparent les votes, tu vois, sur une blockchain, et les utilisations, je te donne juste quelques exemples comme ça, mais elles sont infinies. Donc aujourd'hui, tu vois, au niveau des NFT, on en est à ce stade-là. C'est une technologie qui a un potentiel qui est énorme. Les utilités sont encore restreintes, mais avec le temps, de plus en plus de personnes quittent des postes à très haute responsabilité, très haut salaire pour bâtir le Web 3, et donc ça nous prouve bien que beaucoup ont compris que dans l'avenir, tout allait se passer donc sur cette base de NFT. Internet, c'est un petit peu en quelque sorte les cryptos, si on devait donner une image, et les NFT, c'est tout simplement les compagnies qu'il y a derrière, comme Uber, Airbnb, Google, etc. Donc il y a des bons NFT, comme il y a des bonnes compagnies aujourd'hui, et il y aura des mauvais NFT avec des compagnies qui échouent. La plupart des compagnies vont échouer, c'est comme ça, c'est la loi du marché. Il y a certains qui percent, et puis il y a une majorité qui échoue. Donc ça ne veut pas dire pour autant que les NFT sont mauvais, ça veut juste dire que aujourd'hui, comme pour Internet et comme pour tout dans notre vie de tous les jours, il y a des projets qui réussissent en minorité, il y a des projets qui échouent en majorité, mais juste la base de tout ça, la fondation sera cette innovation technologique qui est donc les NFT. Alors une question qui revient souvent, et j'ai même parfois des remarques sur internet où je vois que des personnes disent que c'est un Ponzi, mais la majorité des personnes qui accusent les NFT d'être un Ponzi ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, parce que déjà à la base ils ont une mauvaise compréhension de ce qu'est c'est un Ponzi. Un Ponzi, le vrai critère, c'est qu'à la base déjà c'est une fraude. Un Ponzi, c'est une fraude, c'est-à-dire que derrière il y a une société malhonnête, une personne malhonnête ou un projet qui est malhonnête. Le but c'est quoi? C'est de prendre l'argent de nouveaux investisseurs pour payer les anciens investisseurs, et ainsi de suite, jusqu'à ce que ça s'essouffle et que la pyramide tombe. Donc tu vois, ça c'est un Ponzi. Le mauvais critère, c'est de se dire que tout ce qui est basé sur une adoption, c'est un Ponzi. Parce que si on écoute ce critère-là, et tout dans la vie est un Ponzi. Tous les startups sont des Ponzi. Toutes les compagnies au départ sont des Ponzi. À la base, quand on crée une entreprise, une startup par exemple, on a un business plan, mais on n'a rien de concret, d'accord? Tout est écrit sur un papier, et derrière, on va aller pitcher des investisseurs pour qu'ils mettent des sous, pour qu'on puisse rendre réel justement ce qui est sur papier. Et c'est-à-dire qu'il n'y a aucune garantie que ça marche derrière. C'est-à-dire que les personnes qui investissent au début, mets-toi du point de vue de l'investisseur, derrière, s'il n'y a pas une adoption, si le business ne fonctionne pas, s'il n'y a pas de clients, et si parfois il n'y a pas plus d'investisseurs parce que l'entreprise a besoin de capital, et à ce moment-là,
ça ne peut pas marcher, mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est un Ponzi. Le Ponzi, lui, la personne qui gère un Ponzi, elle va clairement prendre l'argent qui rentre pour payer d'autres personnes. Alors que quand tu crées une startup, l'argent qui rentre des investisseurs, elle sert à créer, elle sert justement à mettre en place le business model que tu as prévu donc sur le papier. Et donc tu vois, il faut vraiment faire la différence. C'est pas toujours évident parce que parfois les entreprises ne sont pas transparentes, elles ne disent pas exactement ce qu'elles font avec leur trésorerie et tout, donc il y a de quoi se poser des questions. Des fois les business sont pas très clairs, donc c'est normal de se dire mince, ça c'est peut-être un Ponzi. Mais le but c'est de faire la différence en faisant le tri, en se disant bon, les Ponzi, c'est que dès le départ il y a un projet qui est malhonnête. C'est pas toujours évident de le trouver, mais il faut voir, est-ce ils poussent absolument pour trouver des investisseurs pour faire rentrer de l'argent dans les caisses, et derrière ils ne font rien. Il n'y a rien qui se fait, il n'y a aucune valeur qui se crée, ou est-ce qu'au contraire l'argent rentre par les investisseurs, ils cherchent des investissements, mais derrière on voit que ces fonds-là sont utilisés pour créer, pour embaucher du personnel, pour développer le business, et donc ça fait vraiment toute la différence. Donc si le business derrière il meurt parce que tout simplement le business il échoue, et c'est pas forcément parce que c'était un Ponzi, c'est tout simplement parce que le business il n'a pas fonctionné. Mais tu vois, à la base, quand tu crées une entreprise et que tu as besoin de capital, tu as besoin d'investisseurs. Pourquoi tu as besoin d'investisseurs? Parce que tu as besoin de capital pour développer le business. Plus tu vas développer ton business, plus tu vas avoir de clients, et plus tu vas avoir de clients, plus tu vas générer du chiffre, ce qui va donner envie à d'autres investisseurs qui vont parfois spéculer, mais qui vont vouloir investir dans ton entreprise parce qu'ils pensent qu'il y a du potentiel de développement. Et donc tu vois, le fait qu'il y ait des nouveaux investisseurs, de nouveaux capitaux qui rentrent, ça ne veut pas forcément dire que c'est un Ponzi. Tout dépend. Il faut vraiment rentrer plus en détail. Il ne faut pas se contenter de regarder en surface ce qui se passe. Il faut regarder en détail ce qui est fait derrière avec l'argent. Est-ce que l'entreprise développe? Est-ce que l'entreprise fait des efforts pour développer son business model pour que ça marche? Alors il y a un cas de figure bien précis qui est à part, c'est le cas de l'art, et aujourd'hui il y a beaucoup d'investisseurs qui ils mettent des sous dans des artistes qui sont peu connus, ils achètent des tableaux d'artistes qui sont peu connus et ils espèrent que l'artiste va avoir de la notoriété, et dans le marché de l'art, lui, il est différent. La valeur artistique, c'est ce que le client voudra bien payer, mais tu vois, c'est pas parce que des investisseurs mettre des sous dans des artistes qui créent de l'art qui n'a encore où la valeur elle est subjective, que c'est un Ponzi. L'artiste il n'est pas en train de mener un Ponzi parce que son art il vaut encore rien au départ. C'est un pari sur son talent, c'est un pari sur sa future notoriété, et donc tu vois, on ne peut pas tout mélanger. Il faut vraiment voir si à la base c'est un projet qui est honnête ou malhonnête. Tu vois, faire le tri, je suis d'accord, c'est compliqué, c'est difficile. Il faut accepter de prendre des risques. Des fois en investissant on peut faire des erreurs, on peut penser que le projet il est honnête et finalement c'est un projet malhonnête. Ça fait partie des risques des investissements, mais le plus important c'est de ne pas mettre tout le monde dans le même panier, de ne pas se dire systématiquement que tout ce qui est nouveau, chaque innovation, chaque nouveau produit, chaque nouveau service qu'on ne connaît pas, qui essaie de se développer, qui cherche des capitaux pour se développer, et c'est à des fins malhonnêtes. On ne peut pas tout mettre dans le même panier. Il y a aussi des personnes qui sont talentueuses, des personnes honnêtes qui cherchent à développer, qui cherchent à profiter de cette nouvelle technologie pour créer de nouveaux business, de nouvelles habitudes de consommation, par rapport à de nouveaux besoins, etc. Et donc ça, de toute façon, c'est le marché qui va décider derrière. Est-ce que ça va marcher ou est-ce que ça va pas marcher? Il n'y a jamais de garantie, mais on ne peut pas accuser tout le monde de Ponzi dès qu'il y a une nouveauté technologique sous prétexte qu'il y a un afflux d'argent important qui rentre dans le secteur. Alors d'où vient la valeur d'un NFT? Ça c'est une grosse question, je pense que c'est celle qui revient le plus souvent, et j'ai pris des exemples précis pour te montrer d'où peut venir la valeur d'un NFT. La liste peut être longue, j'ai pris quelques exemples, ça ne se résume pas à ça, d'accord? Et dans certains cas, la valeur elle peut même ne pas t'intéresser. Je peux te parler de l'industrie du luxe, ça ne t'intéresse pas forcément, tu vois, mais voilà, ça ne veut pas pour autant dire que ça n'existe pas. C'est des industries qui génèrent des milliards, et la demande
elle est là, ce sont de vraies industries. Donc l'exemple que j'ai pris, c'est par exemple une chanson des Beatles, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se dit, tiens, l'image d'un NFT, le JPEG, je peux le copier, clic droit, hop, et j'ai récupéré le NFT aussi. Pourquoi des célébrités payent des centaines de milliers de dollars pour des images de singes, alors que j'ai juste à faire un clic droit pour le récupérer? Donc en gros, imagine que l'image du NFT, c'est une chanson des Beatles. La chanson des Beatles, une chanson des Beatles, n'importe laquelle, tout le monde peut la télécharger aujourd'hui. Tout le monde peut la télécharger et la partager avec ses amis. D'accord? La valeur, elle est nulle. N'importe qui peut la copier à l'infini. On peut l'avoir sur le PC et la copier 1000 fois, l'envoyer à 1000 personnes. La valeur, elle est complètement nulle. Ça ne veut pas dire que les détenteurs du droit de la chanson, ceux qui ont la licence, n'ont pas de valeur. Tu le sais très bien, ceux qui ont les droits sur la chanson touchent des royalties et peuvent même revendre ces droits très très cher. Tu as des artistes qui, en fin de carrière, revendent les droits sur leur musique, ils encaissent le pactole et puis après, ils basculent en mode retraite. Donc tu vois, le fait de pouvoir copier à l'infini certaines œuvres, au contraire, d'un point de vue marketing, c'est même ce qui va propager l'œuvre en question, c'est ce qui va faire parler l'œuvre en question. Et aujourd'hui, ceux qui font des clics droits, qui prennent des NFT, les envoient à gauche, à droite, etc., au final, ils créent de la valeur, de la visibilité pour le détenteur qui a lui réellement le token dans son portefeuille et qui peut récupérer de l'argent en vendant son token. Pareil pour les Beatles. Aujourd'hui, le détenteur des droits des Beatles, il va pas te dire ah bah non, comment ça se fait que tu l'as envoyé à tant d'amis, comment ça se fait qu'il y a tant de piratage, etc. Avant, quand on en était encore au CD et tout, ils pouvaient encore verrouiller tout ça, mais aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué. Donc ils essaient d'attraper des sous par rapport à leurs royalties et tout, mais la personne qui obtient gratuitement la chanson et qui distribue gratuitement la chanson, et mis à part le fait d'avoir la chanson, elle ne récupère absolument rien. Elle ne fait que faire parler de la chanson autour d'elle, et ça finalement ça contribue à la personne qui détient réellement les droits, parce que la personne qui détient les droits, si la chanson elle est beaucoup écoutée sur la planète, les droits sur la chanson, ils sont élevés et les royalties sont élevées. Donc vois les NFT de cette manière-là. L'image, le JPEG que tu vas voir, c'est juste une façade. C'est une façade. Derrière, il y a des utilités qui sont encore restreintes aujourd'hui, mais qui se développent de plus en plus. S'il y a des NFT qui sont en train de faire des collaborations avec les plus grosses marques sur la planète, comme Adidas, Nike, etc., c'est pas pour rien. Les personnes qui sont dans ces multinationales-là, on réfléchissent sur l'avenir et ils ne prennent pas des décisions à la légère. Alors, je te donne un deuxième exemple. Les Jordan 12 qui sont produites en grande quantité. Tu vas acheter une paire de Jordan 12, tu vas payer entre 200 et 300 $. Mais il y a une édition limitée où la paire de Jordan, elle vaut 104 000 $. Donc peut-être pour toi que ça ne vaut rien tout ça, que tu t'en fiches complètement et que tu trouves ça ridicule. Tu as le droit, chacun a ses opinions. Tu peux te dire, mais une paire de godasses à 104 000 $, c'est complètement ridicule. Et tu as le droit de penser ça. Mais ça n'empêche pas que d'autres personnes ont aussi le droit de penser que ça a de la valeur. Parce que pour eux, ça a de la valeur. Le fait que ce soit une édition limitée très très rare, que cette paire de chaussures représente un match historique, tu vois, qui a une valeur historique. C'est la paire de Jordan, la Jordan 12 Flou, c'est la paire de Jordan où Jordan, donc il a fait un match où il avait la grippe, il était malade et pourtant il a tout déchiré, tu vois. Donc il y a une valeur historique derrière tout ça. Donc la plupart des gens ne trouveront pas de valeur à ça. Comme par exemple des cartes Pokémon d'origine, les premières, etc., qui peuvent se vendre 1 million de $, etc. Tu peux ne pas comprendre ça, mais il y a quand même une valeur pour certaines personnes, pour une certaine catégorie de personnes, et ces personnes-là n'hésitent pas à mettre le prix sur ça. Pareil pour le maillot de foot de Messi, dans la boutique du PSG, le maillot il vaut 104 €, mais si tu vas à un match et que Messi il a signé ton maillot, ton maillot il vaut beaucoup plus cher. Tu vas le revendre sur eBay 5 fois, 10 fois le prix. Pourquoi? Parce que Messi, il a signé le maillot. Donc, certaines personnes qui dénigrent le NFT aujourd'hui te diraient bah oui, mais c'est juste un coup de stylo sur un maillot. Et puis, c'est un maillot qui a été fabriqué en Chine pour 10 $. Donc, je comprends pas pourquoi sur eBay, le maillot signé de Messi, il vaut 1000 $. Il faut pousser un peu la réflexion. Il faut se dire que voilà, quand il y a des personnes qui apprécient certaines célébrités,
tout ce qui vient de cette célébrité-là, et ben c'est le marché, c'est la vie qui est comme ça. Ils apportent de la valeur et aujourd'hui, il y a une certaine valeur qui est créée par la demande. D'accord, c'est la loi du marché. S'il y a une demande, cette demande-là crée la valeur et c'est ce qui va pousser le prix vers le haut. Donc aujourd'hui, ça ne sert à rien de se dire « Ah bah oui, mais le JPEG, il vaut rien ». Même si c'est purement artistique, si tu as une niche avec des personnes qui considèrent que le JPEG en question, il a une valeur haute et que derrière, on ne peut pas le contrefaire, on ne peut pas le pirater, et que ces personnes-là sont prêtes à payer des centaines de milliers de dollars, que toi tu considères que ça ne vaille rien, ça ne veut pas dire que ça ne vaut rien pour ces personnes-là, parce qu'il y a un marché, et tant qu'il y a un marché et des personnes qui sont prêtes à payer, tu peux les traiter de débiles, tu peux dire que c'est n'importe quoi, ça ne change absolument rien au fait que ça a de la valeur pour un marché. Pareil pour l'industrie du luxe. Alors j'ai pris d'autres exemples, hein, par exemple les montres, donc ça tu peux aller te renseigner sur le Veblen Good aussi. Aujourd'hui, beaucoup sont prêts à payer cher par rapport à de la rareté et par rapport au caractère historique. Aujourd'hui, tu sais, beaucoup de personnes achètent par exemple, je sais pas, du Gucci ou du Louis Vuitton parce qu'ils veulent afficher leur réussite, leur argent, etc. C'est plus ou moins le cas en fonction de notre perspective, mais il y a des personnes qui pensent comme ça. Les vrais riches, eux, ils n'achètent pas forcément du Gucci ou du Louis Vuitton, mais certaines personnes qui veulent feindre la richesse vont aujourd'hui acheter du Gucci et du Louis Vuitton. Et donc, tu vois, c'est ce comportement-là qui fait que des personnes vont payer très très cher des biens de marque. Tu vois, si on s'arrête au produit en lui-même, on va se dire, ah bah oui, mais le sac à main, il a été fabriqué pour 200 balles. Comment ça se fait qu'il vaut 12 000 dollars? Parce qu'il y a une certaine rareté. Il y a une image de marque, il y a des personnes qui veulent cette image de marque et donc ils vont payer cher pour ça. Alors après, il y a le Veblen Good, tu peux aller faire une recherche là-dessus. Le Veblen Good, c'est tout simplement le fait que quand un prix prend de la valeur, plus un objet ou un service prend de la valeur et plus il est demandé. Et ça, c'est par rapport à son caractère exclusif. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont très très riches, qui veulent afficher leur richesse et plus c'est cher, moins de personnes peuvent y accéder, plus c'est exclusif et plus ça les intéresse. Parce qu'ils veulent montrer qu'ils font partie d'une certaine élite, qu'ils font partie d'une faible proportion, qu'ils ne sont pas comme tout le monde, qu'ils se démarquent des gens, etc. Donc là, peu importe leur motivation, je suis en train de t'expliquer pourquoi sur le marché, il y a une certaine valeur à certains objets ou services qui sont très très chers et qu'on a du mal à capter pourquoi ça vaut si cher. Une montre Casio, ça peut valoir entre 50 et 100. Alors je sais qu'il y en a qui sont plus chers, mais on va dire que ça vaut entre 50 et 100 euros. L'utilité, c'est de donner l'heure. Une montre Rolex, la valeur, 5 000 à 20 000, il y en a qui valent bien sûr beaucoup plus cher. L'utilité, c'est pas de donner l'heure. Une personne aujourd'hui qui achète une Rolex, c'est pour afficher un statut de réussite, c'est pour dire voilà, moi j'ai réussi. On se souvient tous de cette phrase de Seguela par rapport au Rolex. Donc tu vois, c'est pas pour donner l'heure. La personne qui achète une Rolex, qui paye tant pour une montre, même s'il y a un travail d'horlogerie, etc., que c'est considéré comme un bijou, qu'il y a de la qualité derrière, ça ne vaut certainement pas 100 000 euros, ça ne vaut pas 1 million. Mais pourtant, il y a des personnes qui sont prêtes à payer ce prix-là par rapport à l'exclusivité, pour montrer qu'elles ont atteint un certain niveau de succès, un certain niveau de richesse, et elles peuvent se permettre ce genre de produit. Et il y a un marché pour ça. Donc au niveau des NFT, c'est pareil. Il y a de la rareté. La rareté peut être subjective. Il peut y avoir de l'utilité derrière, mais s'il y a un marché derrière et que des personnes sont prêtes à payer le prix pour ça, même si nous on peut trouver ça débile, et ça n'empêchera pas que ça continuera de marcher. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui continuent de trouver de la valeur pour ça. Et nous, on n'est pas là pour juger les autres. Ceux qui trouvent de la valeur, tant mieux pour eux. Ceux qui trouvent que ça n'a pas de valeur, tant mieux pour eux aussi. Chacun a ses opinions, mais aujourd'hui, j'essaie d'expliquer pourquoi il y a des personnes qui sont prêtes à payer un prix énorme, alors que la valeur en elle-même, on n'arrive pas forcément à la capter. Pour les voitures, c'est pareil. Tu achètes une Clio ou tu achètes une BM, ton but, c'est de te transporter d'un point A à
un point B. Donc il y a beaucoup de personnes qui diraient bah oui mais c'est futile d'acheter une voiture de luxe, c'est complètement futile. De toute façon moi mon but c'est d'aller au boulot ou de pouvoir me déplacer et une Clio ça marche très très bien, donc je vois pas l'intérêt d'acheter une BMW. Et à côté de ça, les marques de luxe elles marchent très très bien. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent afficher leur réussite en disant regarde je roule en BMW, je roule en Mercedes, etc. Il y a des personnes aussi bien sûr qui aiment la mécanique, l'industrie automobile, le sport automobile. Ça c'est encore autre chose. Mais la plupart des gens c'est plutôt pour une question d'image, pour afficher à leur entourage qu'ils réussissent. Même si pour la plupart ils achètent leur voiture à crédit et que ce qui se cache derrière c'est qu'ils ont encore pas mal de mensualités et qu'au final ça veut tout simplement dire qu'ils n'avaient pas les moyens de s'acheter cette voiture-là. Mais aujourd'hui, pourquoi ils ont fait cet effort de s'endetter pour aller acheter une voiture de luxe? Et ben, c'est parce qu'ils ont un souci de montrer à leur entourage. Alors ça peut, si on rentre dans le détail, ça peut montrer des insécurités, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Mais aujourd'hui, tu vois, il y a un marché pour ça. Il y a des personnes qui achètent des voitures de luxe parce qu'elles veulent afficher un statut. Si tu leur dis pourquoi tu as acheté une BMW, elles ne vont certainement pas te dire bah, c'est parce que j'ai des insécurités et que je cherche à prouver aux autres que j'ai réussi et j'ai besoin de la validation des autres pour me sentir mieux. Elles vont certainement pas te dire ça. Des fois même c'est subconscient, elles ne le savent même pas elles-mêmes. Mais elles vont te dire bah parce que j'aime le confort, j'aime la voiture, elle est jolie, etc. Mais derrière le vrai désir, derrière la motivation, il y a souvent un désir profond qui cache souvent d'autres motivations. Mais aujourd'hui, on ne peut pas remettre en question l'industrie des véhicules de luxe. Même les Ferrari, les Lambo, etc. Parce qu'on trouve ça futile. Même si on trouve ça futile, et ben ça se vend très très bien. Les marges sont énormes et l'industrie, elle a vraiment aucune inquiétude à avoir. Et pour les NFT, c'est pareil. S'il y a des projets solides aujourd'hui qui sont en train de créer des marques d'avenir, et ben qu'on le veuille ou non, qu'on soit d'accord ou non, qu'on trouve ça futile ou non, et ben derrière, s'il y a un marché, s'il y a des personnes qui sont prêtes à mettre les sous, comme par exemple aujourd'hui les célébrités avec les Bored Ape, elles sont prêtes à payer des centaines de milliers de dollars. Je pense vraiment que dans l'avenir, les personnes continueront de mettre même des millions de dollars là-dedans parce que le club est restreint et il n'y aura jamais plus de 10 000 Bored Ape et 20 000 mutants. Donc voilà, ça c'est une question de marché, c'est une question de loi de l'offre et de la demande. Il y a une technologie des NFT derrière qui est indiscutable, qui nous permet aujourd'hui justement de créer cette rareté digitale. Jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui était digital était duplicable à l'infini, que ce soit des logiciels, des images, des vidéos, des musiques, des textes, tout était duplicable à l'infini. Et là, les NFT aujourd'hui permettent justement de créer une rareté par rapport à du contenu digital et c'est ce qui va faire toute la différence parce qu'on a maintenant cette notion de rareté qu'il n'y avait pas avant. Avant, on ne pouvait pas avoir de rareté d'un point de vue digital, tout était duplicable et aujourd'hui, grâce au NFT, grâce à la blockchain qui est une archive numérique incorruptible de ces biens digitaux, et ben, on peut enfin créer une réelle rareté et une réelle exclusivité et c'est ce qui fait aujourd'hui que certains projets explosent. Mais ça ne veut pas dire que tous les projets vont avoir de la valeur. Il y a énormément, d'ailleurs la majorité des projets n'ont aucune valeur et ceux qui disent que les NFT sont débiles parce qu'il n'y a aucune utilité derrière, et ben je comprends aussi pourquoi ils disent ça. Ils disent ça parce que c'est vrai que 90% des projets n'ont aucune valeur, sont incompréhensibles et derrière c'est des pump and dump. Il y a des influenceurs qui s'en servent pour gagner des sous et qui revendent derrière et qui prennent l'argent de leur audience. Il y a des pump and dump, les nouveaux Jordan Belfort. Et donc oui, si tu t'attaches à ça, c'est vrai que c'est mauvais, c'est sale. Et donc tu peux te dire qu'il y a beaucoup d'arnaques et que tu ne comprends pas l'utilité derrière. Mais une fois de plus, il ne faut pas généraliser en mettant tout le monde dans le même panier. Il ne faut pas juger tout un nouveau secteur, toute une nouvelle innovation technologique parce que 90% des projets sont mauvais ou parce qu'il y a des acteurs qui sont malhonnêtes derrière. Alors on va parler d'un autre aspect aussi qui est extrêmement important parce que ça nous montre une bonne image de la technologie des NFT, de ce qu'elle permet de faire. Et là on va parler de structure d'entreprise, hein, ça va aller vite, ne t'en fais pas. Mais en gros aujourd'hui on a de plus en plus d'entreprises qui se créent grâce à cette technologie des NFT. Et qu'est-ce que ça permet? Ça permet une automatisation des dividendes. Donc c'est de manière simple
simplifié. Les investisseurs, les actionnaires peuvent recevoir directement des airdrops. C'est transparent sur la blockchain et tu reçois directement ça sur ton adresse, par exemple Ethereum. Et même l'ouverture donc aux actionnaires, elle est simplifiée et elle est équitable parce qu'aujourd'hui, tu n'es pas obligé de passer par un courtier, tu n'es pas obligé de passer par ta banque pour investir dans une entreprise. Tout est simplifié et tout est beaucoup plus rapide pour investir dans une nouvelle entreprise. Dans une entreprise traditionnelle, donc tu as un business plan, tu as une levée de fonds auprès de quelques investisseurs ou tu as une introduction en bourse. Donc oui, on peut aussi investir dans une entreprise traditionnelle, mais comme j'ai dit juste avant, on est obligé de passer soit par un courtier, soit par notre banque pour aller investir sur telle ou telle entreprise. D'accord? Et pour les dividendes, une fois de plus, ça passera par ton compte bancaire traditionnel et tout ça. Donc tu vois, la différence, elle se fait aussi à ce niveau-là. Donc si l'entreprise explose, les actions décollent, ok, les actionnaires ils profitent de la plus-value, mais aujourd'hui dans une entreprise traditionnelle, l'entreprise peut émettre de nouvelles actions et diluer la valeur. Donc ça, elle peut en émettre autant qu'elle veut. Ils font un conseil, ils se mettent d'accord et ils créent de nouvelles actions. Et ça, quand tu crées une entreprise, un projet par rapport au NFT, tu peux fixer un montant de token au départ qui est fixe et derrière, il n'y a aucune possibilité d'en créer plus. Tu peux créer d'autres collections, donc d'autres NFT qui n'ont rien à voir, mais par rapport à des NFT au départ qui sont créés sur une collection qui représente un projet d'entreprise, c'est complètement fixe. Tu ne peux plus le bouger parce que ça, c'est sur la blockchain. Donc, dans une entreprise moderne, donc on a une émission d'actions, entre guillemets, sous forme de certificats numériques authentifiables sur une base de données infalsifiable et incorruptible. Ce sont des NFT. Tu vois, tu peux imaginer que les actions sont des NFT. C'est pas uniquement l'image, tu vois, l'image qu'on peut voir derrière. Tout le monde s'attache à l'image, clic droit, sauvegarde, j'ai récupéré l'image, super, mais tu n'es pas en possession du token, donc c'est-à-dire que tu ne possèdes pas d'action par rapport à la compagnie derrière. Donc tu ne pourras jamais revendre l'image que tu as récupérée parce que tu n'as pas l'action et tu ne toucheras jamais de dividendes si la société prévoit des dividendes, bien sûr. Je ne suis pas en train de dire que tous les projets NFT offrent de la propriété intellectuelle et des dividendes à leurs possesseurs. Des fois, il y a un caractère uniquement artistique. Mais là, il y a des gros projets. Les plus gros qui explosent sont donc en quelque sorte des actions par rapport à la compagnie parce qu'on reçoit des dividendes à travers des airdrops. Donc, si l'entreprise, elle décolle, les possesseurs d'actions du NFT, ils profitent de la plus-value. Ils touchent des dividendes sous forme d'airdrop. Ça peut être d'autres NFT, ça peut être des tokens, mais dans tous les cas, c'est automatisé. L'entreprise, elle a sa base de données d'actionnaires à travers donc, les possesseurs du token. Donc, par exemple, l'entreprise a créé 10 000 tokens. Elle ne pourra pas en créer 10 000 autres derrière par rapport à cette entreprise-là. Et souvent, il y a des DAO. Les DAO donc, sont des organisations autonomes et décentralisées où souvent, on donne le pouvoir de vote aux personnes qui ont les tokens. Les NFT. Donc plus tu en as, plus tu as un pouvoir de vote important. Mais en gros, aujourd'hui, tu peux laisser à tes actionnaires le pouvoir de vote de manière simplifiée. Alors bien sûr, les actionnaires aujourd'hui dans les entreprises traditionnelles aussi ont un pouvoir de parole et ils ont aussi un pouvoir de vote. Mais là, c'est complètement simplifié. C'est beaucoup plus équitable et chacun peut venir dire ce qu'il pense par rapport à la société, par rapport aux décisions qui doivent être prises, etc. Donc voilà, tu as une gestion transparente dans l'entreprise, par exemple par rapport à la trésorerie, parce que tout se passe sur la blockchain. T'imagines aujourd'hui si toutes les entreprises devaient être transparentes par rapport à la blockchain, si le gouvernement devait être transparent, je crois qu'on en apprendrait de belles. Mais tu vois, la technologie en elle-même, elle ne peut pas être mise en question parce qu'il y a des déviances par rapport à certaines personnes qui sont malhonnêtes et qui profitent de cette technologie pour voler les autres. Il y a aussi la possibilité d'avoir des entreprises qui sont beaucoup plus transparentes, qui laissent des personnes donc sans discrimination investir dans l'entreprise. Il suffit d'acheter le token, tu vois, c'est très très simple. Tu achètes un NFT, tu fais partie de la communauté, tu fais partie de l'entreprise, tu peux toucher des dividendes à travers des airdrops et en quelque sorte, c'est comme si tu faisais un pari sur l'entreprise. Il n'y a aucune différence, mis à part technologique, entre le fait d'investir dans une entreprise traditionnelle aujourd'hui. Tu prends des actions, je ne sais pas, Apple, Google, France
France Télécom, peu importe la compagnie, aujourd'hui, acheter certains NFT, c'est comme si tu investis dans une compagnie parce que tu crois en leur projet, tu crois en l'utilisation qu'ils promettent aux gens, tu crois en leur roadmap, tout ce qu'ils ont prévu, leurs futurs services, leurs futurs produits, etc. Et ça ne veut pas dire que ça va marcher, ça peut bien sûr échouer et la plupart des entreprises, même, je te le redis encore, vont échouer. Mais aujourd'hui, on a cette possibilité d'un point de vue technologique d'utiliser les NFT pour investir simplement de manière équitable, de manière transparente dans des projets auxquels on croit. Et c'est beaucoup trop simpliste aujourd'hui de juger les NFT par rapport aux risques parce que dans tous les domaines, même bien avant les NFT, il y avait déjà des risques, il y a des échecs. On ne peut pas juger le marché des actions, le marché des entreprises, la bourse, parce qu'il y a des entreprises qui font faillite. Dans les NFT, c'est pareil. On ne peut pas juger les NFT parce qu'il y a eu un crash, parce qu'il y a des entreprises qui ont fait faillite. Il y a aussi des entreprises qui sont en train de percer, qui vont très très bien marcher dans l'avenir et c'est pour ça qu'il faut rester ouvert et se rappeler que avant tout les NFT c'est une technologie, on est en avance, les utilités sont encore réduites comme internet au départ, on avait que les emails et quelques sites, mais dans l'avenir on tend vers ça, on tend vers un gros développement de ces NFT à travers les métaverses, à travers les DAO et à travers les biens et les services digitaux. Alors je vais finir juste avec quelques utilités supplémentaires, c'est encore restreint au début comme je t'ai dit, mais ça va se développer de plus en plus. Que tu y crois ou pas, tu verras que l'innovation technologique, à partir du moment où elle apporte de la valeur aux gens, il n'y a aucune raison qu'elle n'explose pas. Et c'est ce qui se passe avec les NFT parce qu'aujourd'hui, j'ai pris l'exemple d'un artiste, un chanteur. Tu sais très bien que les artistes, ils dépendent des maisons de disques. Souvent, alors pas tous, mais ils sont payés une misère. La maison de disques, elle encaisse une bonne majorité des profits. Tout doit passer par la maison de disques. Et aujourd'hui, grâce à Internet, ils commencent à se détacher, les artistes, petit à petit, en se disant moi je peux très bien créer mes productions moi-même, les mettre sur des plateformes de streaming moi-même et court-circuiter la maison de disques et prendre directement tout le profit pour moi. Et donc aujourd'hui, l'artiste, s'il passe par des NFT, et on le voit déjà, Timbaland a lancé déjà, il y a aussi bien sûr d'autres rappeurs, d'autres artistes qui sont en train de se lancer dessus, qui sont déjà même lancés dessus, ça a été un grand succès. Mais en gros, aujourd'hui, l'artiste, ce qui va se passer, que ce soit pour la musique, les vidéos ou la peinture ou ce que tu veux, la grosse différence, c'est que l'artiste, il va toucher des royalties sur chaque vente sur le marché secondaire, sans cesse. Ça ne s'arrêtera jamais. Il va continuer de toucher en permanence, de manière automatisée, des royalties sur chaque vente. Alors que je te donne l'exemple d'un peintre, aujourd'hui, il va essayer de vendre son tableau le plus cher possible parce qu'une fois qu'il l'a vendu, il a pris son billet dessus, c'est terminé. Les personnes derrière, elles vont le revendre, la personne qui l'a acheté derrière, elle va prendre 100% du profit pour elle. Mais l'artiste, lui, il touchera plus rien, il touchera que sur la première vente. Donc aujourd'hui, un artiste, il a tout intérêt à basculer sur les NFT. Pourquoi? Parce que c'est une manière pour lui de continuer de toucher des royalties il n'est pas le seul à en profiter. J'ai mis, tu vois, par exemple, valeur pour ses fans. Plusieurs artistes ont déjà dit à travers les ventes, à travers donc, les royalties qui tombent, les personnes qui croient en eux, donc la fanbase qui achèterait leur NFT, qui leur font confiance et qui les apprécient, qui achètent leur NFT, qui mettent de l'argent pour acheter des NFT de ces artistes là, ils pourraient toucher par la suite, par exemple, un pourcentage des royalties. Et donc, c'est ce qui arrive déjà, par exemple, avec Timbaland. Il a créé un groupe, mais il y a aussi le géant Universal qui a acheté Cardboard Ape pour créer un groupe, etc. Ils veulent créer tout un univers par rapport à ça. Et dis-toi que ça, par exemple, il y aura des retombées derrière. Et aujourd'hui, nous, à notre petit niveau, on peut investir donc dans les NFT et toucher des royalties, avoir des retombées, ce qui n'était pas du tout possible avant. Avant, c'était pour l'artiste et la maison de disque. Et demain, ça sera pour l'artiste et une partie pour ceux qui croient en l'artiste et qui achètent son NFT. Alors, je te donne un exemple avec les Bored Ape parce que c'est celui qui fait le plus de bruit. Il y a énormément de célébrités qui en achètent et les prix ils sont en train de s'envoler. Donc, quelle utilité on a derrière? Alors oui, il y a des petites utilités qui te sembleront futiles, mais une fois de plus, comme j'ai dit tout à l'heure dans la vidéo, c'est pas parce que c'est futile pour toi qu'il n'y a pas d'autres personnes qui trouvent ça intéressant. Les soirées qui sont réservées à un groupe de personnes restreint, tu vois, des soirées privées, etc. Certains aiment ce
ce côté exclusif. Il y a un partenariat de gaming avec une grosse société, Animoca, c'est eux qui sont à l'origine du sandbox. Donc ils sont en train de travailler dessus. On peut imaginer que derrière, il y aura des retombées et ces retombées-là viennent pour les possesseurs de Bored Ape. Adidas, ils ont fait un gros partenariat avec les Bored Ape. Il y a du merch qui va arriver au mois de mars. Donc tu vois, il y a beaucoup de projets et c'est qu'un début. C'est qu'un début. Chaque Bored Ape, il a les droits, il a la propriété intellectuelle sur son ape et aujourd'hui, on voit des projets qui popent dans tous les sens par rapport au Bored Ape. Ça va de vente de café à des livres comme Neil Strauss, donc, qui est un best-seller au New York Times, donc, qui va créer un livre et donc ceux qui ont le NFT Jenkins Wallet, eh ben, ils vont toucher donc des royalties par rapport à la vente du livre. Donc ça, c'est juste un aperçu. Ce qui est possible dans l'avenir, c'est illimité. Les possibilités sont absolument infinies. Mais en gros, dis-toi qu'il y a des créations de marques et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de produits qui se vendent sur la base d'une marque. Si tu as une paire de Nike, si tu as une paire d'Adidas, c'est parce que tu apprécies la marque, tu veux faire partie d'une certaine communauté de sportifs, ou tu vas afficher le fait que tu es un sportif, ou tu vas afficher le fait que tu es hype par rapport à certains vêtements, etc. Tu veux faire partie d'une communauté. Apple, c'est pareil. Tu veux un iPhone parce que tu apprécies l'ergonomie et tout, mais tu veux aussi faire partie de cette communauté, soit de personnes qui sont pro-Apple, soit de personnes qui sont à la pointe d'un point de vue technologique, qui ont les derniers produits, etc. Peu importe tes motivations, c'est une réalité du marché. Donc, tu vois, des utilités, il y en a beaucoup et la valeur d'un NFT va beaucoup se reposer sur ça, sur la capacité de l'entreprise à créer donc des collaborations, créer des utilités réelles, créer des produits, créer des services, créer des jeux vidéo, créer des livres et donc tout ça, ça crée des revenus et ces revenus-là, tu vois, reviennent à ceux qui sont possesseurs du NFT à la base. Il y a des NFT bien sûr où il n'y a pas de propriété intellectuelle pour le détenteur. Ça c'est différent. Par exemple les CryptoPunks, ils n'ont pas la propriété intellectuelle. Ils ne peuvent pas utiliser l'image de leur CryptoPunk et créer un business derrière. Mais par rapport au Bored Ape, bah oui, c'est le cas. Aujourd'hui, tu as un Bored Ape, tu peux créer, demain, tu veux ouvrir un restaurant à l'effigie de ton Bored Ape et te servir de l'image de ton Bored Ape. Imagine que demain, ça devient une marque ultra connue et que ça vaut… Bah, l'entreprise, aucune entreprise a fait ça à ce jour. Une évaluation à 5 milliards après 9 mois, aucune entreprise n'a fait ça. Donc on peut imaginer que ça va devenir une des plus grosses marques au monde. Première marque Web3, première marque Metaverse, etc. Et demain, si la marque donc explose comme ça, et ben, tu sais que la propriété intellectuelle de la marque, elle a une grosse valeur et toi, tu peux donc profiter de cette image de marque pour créer n'importe quel business derrière, si tu as les droits bien sûr sur la propriété intellectuelle. Pourquoi aujourd'hui il y a des personnes qui payent des milliers de dollars pour des vêtements suprêmes, pour une brique suprême, pour n'importe quel produit suprême, alors que c'est complètement ridicule. Tu vois, des produits qui ne valent absolument pas le prix que les gens sont prêts à payer, mais il y a un marché derrière par rapport à la marque. Il y a des personnes qui sont collectionneurs, hein, ça a toujours existé, les collectionneurs, les antiquaires, etc. Parce qu'il y a une valeur dans ce qui est ancien, dans ce qui est historique. Il y a parfois une charge émotionnelle, une charge sentimentale par rapport aux objets qui ont appartenu à certaines personnes ou qui datent d'une certaine époque, etc. Et là, bah, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, on va peut-être acheter du Nike parce que les plus grands athlètes de la planète portent telle marque. Et donc, on veut s'identifier à ces personnes-là en achetant les mêmes marques, en portant les mêmes chaussures, etc. Et bah là, c'est pareil, il y a des célébrités qui achètent des Bored Ape, il y a des personnes qui s'identifient au Bored Ape. Alors aujourd'hui, c'est vrai que ça devient inaccessible, mais dans l'avenir, dis-toi qu'il n'y aura pas qu'une seule grande marque. Il y aura aussi plein d'autres marques qui vont exploser. Il y en a beaucoup plus qui vont échouer, mais dis-toi que c'est là pour rester. Si tu te demandes aujourd'hui où est la valeur derrière un NFT, ne t'arrête pas à l'image, ne t'arrête pas au JPEG que tu peux copier avec un clic droit. Dis-toi plutôt que ça représente un token. Ce token-là, si tu n'es pas détenteur de ce token-là, tu ne toucheras jamais de dividendes et tu n'auras absolument pas la valeur. Toutes les personnes qui disent oui, je peux très bien faire un clic droit
récupérer l'image, oui, bah, tu auras l'image, c'est bien. Tu m'apportes même de la visibilité si tu fais des posts avec l'image. Mais derrière, si tu veux revendre cette image-là, tu n'as pas le token, et ben, tu n'obtiendras jamais des sous par rapport à l'image que tu as copiée. Ni les milliers de personnes qui auront copié l'image. Tu vois, les Beatles, si tu n'as pas les droits sur la chanson, bah, tu ne pourras jamais toucher des gros sous en revendant les droits. C'est pas parce que tu as le MP3 dans ton téléphone que tu obtiendras les centaines de milliers de dollars ou les millions de dollars que valent les droits sur la chanson. Alors pour les métaverses, c'est pareil. Aujourd'hui, l'utilité elle est très restreinte. On peut se demander, bah tiens, mais qu'est-ce que c'est que ça? De toute façon, qui va aller là-dedans et tout. Mais il faut pas penser que de notre point de vue. Nous, à notre âge, on ne joue pas forcément à certains jeux vidéo, mais il faut se dire que nos enfants jouent beaucoup à Roblox, passent leur temps dans Roblox ou dans Fortnite, et eux, ils sont déjà habitués à tout ça. Et eux, en grandissant, ça sera complètement normal pour eux. En devenant adultes, pour eux, ça sera complètement normal d'évoluer. Et nous, on basculera aussi. Si demain, tout ton entourage, tous tes amis sont dans un métaverse, passent leur temps dans un métaverse, parce qu'on passe de plus en plus de temps sur nos écrans, et bah, tu iras toi aussi dans le métaverse pour rejoindre les autres, parce que c'est là que ça se passe. Mais aujourd'hui, c'est vrai que l'utilité, elle n'est pas encore énorme. Mais dis-toi que si, là, j'ai appris hier que Carrefour avait acheté un terrain dans le Sandbox, Adidas, ils ont un terrain dans le Sandbox, la liste, elle est longue. La liste, elle est très très longue. Mais tu peux imaginer que demain, tu vas peut-être aller dans le métaverse, rentrer dans le magasin Adidas, ne pas te soucier du stock du magasin. Est-ce que ce magasin l'a en stock? Non, il faut que j'aille à Créteil-Soleil pour avoir le stock. Non, à Paris 2, il y en a pas, etc. Non, non, tu vas rentrer dans le métaverse d'Adidas et tu auras tout ce qui est disponible. Tu peux imaginer que tu vas te balader dans le métaverse et tu auras tous les produits Adidas. Il te suffira de cliquer dessus pour voir le produit, pas pixelisé, mais une vraie image en 3D du produit en question, et tu pourras le commander directement et te le faire livrer. Donc tu vois, ça serait juste une nouvelle passerelle. Le temps que beaucoup plus de personnes adoptent et beaucoup plus de personnes passent de temps dans le métaverse. Donc aujourd'hui, c'est encore limité. Les marques investissent déjà parce qu'elles savent qu'elles ont besoin de visibilité. Elles payent très très cher pour de la visibilité. Elles payent très très cher pour de la pub. Bah là, c'est pareil, c'est une sorte de pub. Il y a une niche qui va dans le métaverse, dans les métaverses, et cette niche-là, elle va se développer et petit à petit, elle va être adoptée. Donc les terrains virtuels, aujourd'hui, c'est un très gros pari parce que les terrains virtuels, ils peuvent se louer, et tu peux imaginer que des grandes marques plus tard viendront pour te louer ton terrain ou pour te racheter ton terrain, parce que c'est là que ça se passe, parce que c'est là qu'il y a de plus en plus de monde, et ils veulent être visibles, ils veulent pouvoir offrir un service aussi aux personnes qui sont dans le métaverse. Donc tout le monde ne basculera pas, comme aujourd'hui tout le monde n'est pas sur les réseaux sociaux, tout le monde n'utilise pas tous les réseaux sociaux, et ben c'est pareil pour les métaverses. Tout le monde n'utilisera pas les métaverses, mais il y aura quand même une catégorie de personnes, et comme je t'ai dit tout à l'heure, par rapport à nos enfants, par rapport aux plus jeunes, eux ils sont habitués à toutes ces technologies-là, et donc en grandissant, pour eux ça sera complètement naturel d'utiliser tout ça. Donc il va y avoir toute une catégorie de jeunes d'aujourd'hui qui vont devenir moins jeunes, mais qui vont donc arriver dans le métaverse. Il va y avoir beaucoup de monde, beaucoup de yeux donc, dans le métaverse, et les marques le savent. Les marques ont besoin de visibilité et elles ont besoin d'être présentes. Les marques qui ne voient pas encore l'utilité d'être dans le métaverse, plus tard, quand elles comprendront, elles paieront très très cher des terrains. Alors c'est déjà pas mal cher aujourd'hui parce que beaucoup de marques ont compris, mais dans l'avenir, ça sera encore beaucoup plus cher. Alors juste pour conclure sur cette vidéo, par rapport aux NFT, bulles, Ponzi, etc., tu connais maintenant mon point de vue. Il peut y avoir des Ponzi dans les NFT parce qu'il y a des personnes qui sont malhonnêtes, mais ça ne fait pas de tous les business qui sont dans les NFT des business malhonnêtes. Et là, on n'en est encore qu'au début, comme à Internet. L'utilité, elle est encore restreinte, et donc bien sûr, tout reste à faire. Mais on sait que la fondation, elle est solide parce que la fondation repose sur une innovation technologique qui est extraordinaire. Donc les risques, aujourd'hui, il faut, comme pour tous les domaines, investir de manière responsable et réfléchie. Il faut faire nos propres recherches. Il faut comprendre qu'il y a de fortes chances que beaucoup de projets tombent à l'eau et ne marchent jamais. Donc il ne faut pas investir plus que de raison dans des projets. Tout ça parce que tu penses que ça va exploser. Tout ça parce qu'un influenceur t'a dit « Ah bah là, ce projet-là va exploser ». Et il y a beaucoup de projets aujourd'hui qui s'envolent, mais qui vont retomber aussi et qui ne perdureront pas. Il peut y avoir énormément de raisons, énormément de facteurs qui font qu'un projet échoue. Il suffit que des personnes à la tête du projet, comme aujourd'hui, il peut y avoir de l'ingérence au niveau des entreprises. Une bonne entreprise aujourd'hui qui est mal gérée d'un point de vue de la direction, elle peut couler. Ça ne veut pas dire que l'entreprise est malhonnête. Ça veut tout simplement dire qu'il y a des personnes décisionnaires qui sont à la tête, qui ont pris les mauvaises décisions, qui ont mal géré, et ça a planté la compagnie. Ça
Ça ne veut pas dire que les entreprises aujourd'hui sont malhonnêtes. Il y a beaucoup de projets NFT qui vont mourir, non pas parce que les personnes sont malhonnêtes, mais parce qu'ils ont mal fait les choses, tout simplement. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on investit dans ce domaine-là, mais il ne faut pas se limiter à la façade, il faut aller chercher un peu plus loin et comprendre que les NFT, c'est avant tout une technologie qui va servir pour de très belles choses et qui va aussi malheureusement faire perdre pas mal d'argent à des personnes parce que beaucoup de projets vont mourir. Donc le potentiel, il est énorme, hein. Tu peux imaginer que les cryptos, c'est Internet, je t'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais les NFT, dis-toi que c'est la technologie qui va permettre à des entreprises derrière d'avoir du succès. Donc les cryptos, c'est pareil, on a le Bitcoin, on a l'Ethereum, on a des blockchains qui sont super, qui ont beaucoup de potentiel, ADA, Matic, Solana, etc. Mais il y a aussi beaucoup de shitcoins, la majorité des cryptos qui ne vont jamais avoir de succès et qui vont même faire perdre de l'argent à leurs investisseurs et vont finir à zéro. Donc voilà, tu vois, on ne peut pas juger les cryptos parce que la plupart des cryptos vont finir à zéro. Les NFT, c'est pareil. On ne peut pas juger les NFT parce que la majorité des NFT sont des projets qui vont finir à zéro. C'est l'entreprise et les personnes qui sont derrière l'entreprise, derrière le projet, qui vont faire la différence. Donc, il faut avoir une vision à long terme. La bulle, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va éclater, mais tôt ou tard, vu qu'il y a de l'euphorie, vu que les prix s'envolent, etc., à un moment donné, il y aura un éclatement de cette bulle et la plupart des projets vont mourir, je t'en ai déjà parlé. Ne t'arrête pas aux JPEG qui ne sont qu'une façade, excepté pour les NFT qui sont donc purement artistiques, les collections où il n'y a que des NFT uniques, un pour un. Donc là, c'est différent. Mais dis-toi que les JPEG, c'est juste une façade. Derrière, ça cache plutôt l'action d'une compagnie, un certificat électronique qui est infalsifiable, qui prouve sur la blockchain que tu es détenteur d'une partie de cette compagnie et qui va te permettre aussi de toucher derrière des dividendes. Tous les marchés connaissent des crashs, tous les marchés voient des participants malhonnêtes ou mauvais. Donc voilà, ne juge pas le marché ou la technologie, mais les idées et les intervenants. Et même quand ça ne marche pas, ça ne veut pas dire que les personnes sont malhonnêtes, ça ne veut pas dire que les NFT sont malhonnêtes, ça veut tout simplement dire que le projet n'a pas marché comme n'importe quelle entreprise aujourd'hui qui se crée et la majorité des entreprises échouent. Et la majorité des cryptos échouent. Et la majorité des NFT échoueront aussi. Voilà, si le sujet t'intéresse, je peux t'en dire beaucoup plus sur le métaverse, sur les DAO, sur certains projets NFT. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des questions par rapport à tout ce que j'ai dit là ou par rapport à d'autres vidéos, d'éventuelles vidéos que tu voudrais voir. Merci à toi d'avoir suivi. Pense à mettre un petit pouce bleu si tu as apprécié et surtout n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Stays in the same place, gotta change pace, and his game face is fucking wild. Board at yacht club, bang on the deck. Check by the way the chain hang on my neck. Real OG, studio real low key. Yep, working that real OT. Oh girl, you a sweet thing. Check it out, I got tickets to the Heat game. Tell your girls that I got that Reese thing. Wouldn't mind if 2 or 3 came. Doing ape shit.